Bonjour les amis, bonjour, la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et à nouveau, Jeff qui est là avec Mika, merci à tous les deux de leur présence. Bonjour à tous. Et bonjour. Bon, super les amis. Je le dis, je le redis, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, n'hésitez pas à regarder les vidéos parce que tout marche ensemble. La première qui a été publiée ou sinon celle qui s'appelle Mécanique de la vie en situation ou MDLV en situation, ça permet de refaire un petit peu d'introduction. Toujours en podcast, ce même contenu pour éviter de bouffer vos données sur Deezer, Amazon Music, Spotify, etc., etc. Et mécaniquedelavie.com. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et si vous voulez nous contacter plutôt sur Instagram, ça permet de répondre avec des vocaux, ce qui est un gain de temps notable. Voilà. Et sinon, le formulaire du site sur mécaniquedelavie.com. Plus ça va, plus mes intros, 56 secondes. C'est fluide. Bon, dans 2 minutes, j'en refais une dans 2 minutes, c'est pas du tout la même. Bon, merci en tout cas de nous suivre, merci à tous de votre implication. Et nous allons commencer avec la première question. Alors on va reprendre par rapport à l'échange qu'on a eu la dernière fois. Donc cette question sur ce qui m'est arrivé récemment. Donc je répète, j'arrive donc je prends ma voiture pour aller au supermarché et je passe le feu et arrêté à ce feu rouge, je croise un SDF qui fait la manche et me demande une piécette. Ma question est la suivante: comment savoir en bon chrétien, en bon musulman, en bon croyant, en bon rationnel, peu importe, si je dois justement donner ou non à cette personne? Quels sont en fait mes outils, ce qui est mis à ma disposition pour faire ce choix? Ok, effectivement, ça on se l'est tous posé. Alors on a tendance à... D'abord on commence en se disant je dois donner aux plus démunis, c'est le bien qui veut ça, donc je le fais. Bon, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième qui pourrait venir, c'est se dire ok, Dieu est partout et dans tout, donc si cette personne-là galère, c'est parce que dans son souci d'apprentissage et d'expérimentation de la vie, il est nécessaire qu'il galère. Donc qu'il soit mis en difficulté pour qu'il connaisse la pauvreté dans cette existence ou dans ce passage-là de la vie. Et donc moi, je ne dois pas m'ériger entre Dieu et sa volonté qui est de faire galérer cet individu. Voilà, même si certains ne rejoindront pas du tout, mais en tout cas, c'est une hypothèse, c'est possible. Voilà. Et donc, en fait, on va osciller entre ces possibilités. Et même la dernière, qui pourrait être, c'est vraiment de donner de manière beaucoup plus abondante. Voilà, c'est de manière beaucoup plus abondante. Ou sinon, il y a aussi tout le côté méfiance. Voilà. Est-ce que c'est pas un réseau derrière cette personne qui s'organise à des fins d'eux? Voilà, donc il y a toutes ces possibilités-là qui viennent. Et l'idée, c'est d'être dans le discernement maximum pour essayer de savoir qu'est-ce qui est le plus juste de produire. Voilà. Moi, pendant longtemps, je donnais. J'ai donné pendant longtemps parce que je pensais que c'était ce que je devais faire. Après, à un moment donné, je me suis interrogé sur le fait peut-être que c'était pas la volonté de la vie que de le faire et que c'était un apprentissage pour la personne et que c'était du coup négatif parce que je me positionnais entre ce que je pensais être le bien et le mal, et donc entre Dieu et la personne. Et donc je considère que c'est un négatif. Donc, en fait, je me posais la question, même si je continue à le faire. Aujourd'hui, personnellement, je donne. Je donne dans le sens où, en fait, la question, pour moi, elle est surtout de me demander qui est le mieux loti entre moi et la personne que j'ai face à moi. Moi, ça s'inscrit plutôt là-dessus. Est-ce que je suis en capacité de donner une pièce? Oui. Oui, je suis en capacité. Est-ce que c'est lui ou moi le mieux loti? Toutes les apparences semblent dire que c'est lui. Donc à ce titre, je ne me pose pas la question, je fais ce que je dois faire en fait. Et faire pour moi, c'est de donner en fait, sans me poser cette question-là, parce que moi, toute ma raison me conduit à dire qu'il est juste à ce moment-là de donner. Mais je n'en fais pas une aliénation, je n'en fais pas un devoir, je n'en fais pas... je ne surintellectualise pas, si tu veux, ce que je dois faire. Voilà. Simplement, en fait, l'idée, c'est de trouver la justesse comportementale à ce moment-là. L'idée, c'est de trouver la justesse comportementale. Et moi, je trouve que quand quelqu'un est plus démuni que toi, et que soit ça ne change rien à ta vie, ça s'inscrit comme ça surtout, donner une pièce, pour la plupart d'entre nous, ne change rien à notre vie. Si ça change quelque chose à votre vie, c'est pas pareil. Si ça ne change rien à votre vie, autant donner. L'autre paramètre qu'il peut y avoir, et c'est là toute la problématique dans laquelle je voulais arriver, c'est la problématique du don. Qu'est-ce qui te pousse à donner?
Et là, vous rentrez dans un sujet qui a beaucoup plus de profondeur. Parce qu'en fait, ce que dit Jeff, bon, j'ai énuméré les quelques cas classiques psychorationnels qu'on peut avoir l'habitude d'énumérer, mais là, on rentre dans quelque chose de plus profond. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la personne peut-être en souffrance ou non face à nous. Bon, c'est pas le sujet. Elle est en souffrance ou non, pas grave. Mais par contre, il y a notre rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, quelle est la sensation ou qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je pense quand je donne ou quand je ne donne pas. Quels sentiments ou quelles sensations germent en moi à ce moment-là, avant que je donne, pendant que je donne, après que j'ai donné, ou avant que je réfléchisse à donner, quand je ne donne pas, et après ne pas avoir donné. Et en fait, le plus grand intérêt dans ces situations, il se trouve là. Parce qu'en fait, si vous y pensez, regardez votre réaction par rapport à ça, parce que c'est un excellent diagnostic de nos pathologies et de nos carences ou de nos trop, de nos pas assez, notre besoin d'aider, pas aider, notre rapport à la culpabilité, notre peur d'être rejeté, notre considération en tant que bonne personne, avec notre peur d'être rejeté ou non par la tribu parce qu'on ne fait pas le bien. Voilà. Et donc ça nous met face à plein de choses qui sont, elles, extrêmement intéressantes. Et donc moi, c'est ce que je somme à chaque individu de faire, parce que des fois, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui est en difficulté. Alors peut-être il y a un réseau derrière, bon, on s'en fout. La vie, c'est un test. Donc le but, c'est voir comment tu vas te comporter devant. Qu'on donne ou qu'on ne donne pas, c'est de la psychorationalité. C'est pas vraiment l'enjeu. Mais peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous fait un grand sourire, même si c'est un sourire du commerce, évidemment. D'accord, un vendeur voiture, il vous sourit aussi, vous voyez. C'est le jeu, d'accord. C'est humain que de faire ça. On sourit à son enfant. La séduction du sourire fait partie intégrante de nos codes sociaux. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc évidemment que la personne va essayer de vous attendrir, mais justement, plus le leurre est grand, c'est pas un vrai leurre, hein, quand je dis leurre, c'est la séduction, plus en fait il va faire en sorte de vous attendrir, d'accord. C'est comme votre petit animal, hein, quand il a une petite bouille toute mignonne et qu'il a fait une connerie, votre petit clébard là, et qu'il faut lui mettre peut-être une douille, on n'a pas envie. Donc on se dit, je le fais pas, c'est pour son bien, c'est pas son bien, j'ai culpabilisé, mais il est trop mignon, voilà. Donc en fait c'est pour créer du désordre en nous. Donc ces situations-là sont faites pour créer des désordres en nous, et ces désordres-là, ce qu'il faut, c'est les analyser pour voir ce qu'on peut en extraire. C'est ça l'intérêt de cette situation. Donc moi, ce que je conseille à chacun, c'est de regarder les 6 comportements que j'ai isolés, hein, le avant, pendant, après qu'on donne, avant, pendant, après qu'on ne donne pas, et essayer de vous connecter au regard de l'autre. Hein. Parce que sinon, ça ne vous met pas forcément autant face à votre culpabilité. Parce que du coup, il y a un regard qui vient peser sur vous. Le regard de l'autre vient peser sur vous. Donc, ça rajoute des difficultés. Voilà. Donc, essayez vraiment, pour avoir la complétude de cette expérience, de faire tout ça. Voilà. Parce que comme ça, vous arriverez à voir quelles sont vos réactions par rapport à ça. Et donc si quand vous donnez, finalement, vous ne donnez pas à vous. Parce que si vous donnez à l'autre parce que vous ressentez de la culpabilité de ne pas avoir donné, eh ben en fait, c'est que ce n'est pas ta générosité naturelle qui t'a fait donner, c'est ton petit diable intérieur qui, lui, en fait, t'érige en coupable de la situation et qui te dit que tu es une mauvaise personne parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Voilà, par exemple. Voilà. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de la mécanique de la vie aussi, parce que là, tu es typiquement dans un cas de figure, la mécanique de la vie, en fait, voilà, qui est un peu caricatural, hein. Il est caricatural, mais il permet de faire passer l'information qu'on veut passer. Donc, cet exemple était, et d'ailleurs, je vois à sa tête qu'il aussi se dit, en fait, c'est plus intéressant que ce que j'aurais cru, peut-être. Ouais, on peut même aller plus loin, hein, ouais, vas-y. Avec la mécanique quantique. Ouais. Justement, là, on peut clairement observer que selon celui qui observe une même situation pour tout le monde, c'est-à-dire un SDF qui fait la manche, la réaction va influer sur la vie de la personne et selon ses besoins, douleurs, souffrances. Complètement, parce que déjà, là j'ai nommé 6 possibilités, mais en fait il pourrait en avoir 600 000, d'accord. Maintenant je vous mets dans la situation, imaginez, c'est vraiment pour rigoler, ok. Vous êtes fan de foot, j'en sais rien, et en fait il y a le SDF qui fait la manche, d'accord. Et là, sort du supermarché Zinedine Zidane. Vous êtes fan de foot, vous avez toujours aimé, d'accord. Et en fait, vous savez pas pourquoi Zidane, il vous fixe. Tu sais, au moment où tu regardes le SDF, il voit qu'il y a l'échange, et là, il y a Zizou, il vous fixe. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Non, mais c'est marrant, parce que quantiquement parlant, c'est possible, tu vois ce que je veux dire? Quantiquement parlant, c'est possible, tu vois. Et donc,
finalement, la reconnaissance que l'on pourrait chercher de certains individus altère encore une fois notre réaction, puisqu'en fait, le regard de ce nouvel observateur, qui est Zizou en l'occurrence, nous change, pourrait changer notre comportement. Tu vois. Alors pour d'autres, ça sera Mike Tyson, pour d'autres, ça sera Kim Kardashian ou je sais pas qui là, tu vois. Voilà, toutes ces conneries là, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un exemple qui est vraiment très intéressant parce que justement, il permet de transposer assez clairement là-dessus. Et la mécanique quantique, oui, parce qu'en fait, il peut y avoir divers observateurs. Et en fonction aussi de l'individu qui le fait, il peut aussi avoir une variable parce qu'il peut se retrouver avec un enfant, parce qu'il y en a certains qui dégagent une plus grande douceur naturelle, d'autres une plus grande rigueur. Il y en a, on a l'impression qu'ils sont un peu plus des assaillants, qui peuvent être un peu plus relous, racoleurs, vindicatifs. Il y en a qui paraissent drogués, donc il faut un peu peur, donc on n'a pas du tout envie de rentrer dans la communication. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Mais l'intérêt surtout, c'est de voir nos sensations et nos réactions par rapport à ça, avant, pendant, après, que ce soit parce qu'on donne ou qu'on ne donne pas. Voilà. Et surtout s'intéresser aux raisons qui pourraient faire qu'on donne ou qu'on ne donne pas, ou si on mettait une tierce personne, est-ce qu'on aurait peur ou notre réaction changerait à ce moment-là. Et là vraiment on est dans la possibilité de nous auto-diagnostiquer sur ce que sont nos forces et nos faiblesses ou nos carences. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant. Alors moi, je vais te parler d'un truc. Désolé parce que mon coéquipier cite les évangiles, Pavlov, Aristote. Moi, je vais vous citer Friends. C'est un autre. Je me souviens d'un épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu, où tu as, en l'occurrence, c'est Joey qui dit à Phoebe qu'aucune bonne action, toute bonne action, pardon, est égoïste. Qu'il n'y a pas de bonne action qui soit vraiment altruiste. Parce que, alors l'épisode, pour vous le raconter vite fait, il dit ça à Phoebe, elle passe l'épisode à essayer de lui montrer le contraire. Et ça finit par... lui, il travaille comme réceptionniste téléphonique pour un téléthon ou un truc comme ça. Ouais. Et elle finit par l'appeler en lui faisant un don de fou. Et il s'avère que c'est le plus gros don de la soirée. Et elle se retrouve à être là, yes, c'est grâce à moi, il est passé à la télé. Elle se dit... En fait, il avait raison. Ouais, je voudrais avoir ton avis sur ce postulat, qu'aucune bonne action n'est totalement altruiste par rapport à la mécanique de la vie, je trouve. Oui, alors moi je l'ai abordé une fois, hein. C'est mon exemple. Alors ce que dit Michael est juste, en tout cas moi c'est mon postulat, il m'a énormément aidé celui-là. C'est un que j'ai tenu il y a une dizaine ou une douzaine d'années, qui m'a permis de débloquer plein de choses derrière, de compréhension en tout cas. C'est qu'en fait le problème c'est que du moment que vous avez une conscience, eh ben, tout ce que vous produisez est par essence soumis à bien mal et à la culpabilité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse dans une direction ou dans une autre, et donc forcément ce qu'on produit est soumis à auto-analyse. Moi avant, l'exemple que j'avais tendance à prendre, c'était l'exemple de quelqu'un qui se noie dans le port. Et je crois que j'ai déjà dit, il me semble, dans un live. Mais je vais vous le reprendre parce que des fois les lives, ça dure trop. Il y en a qui sont trop longs et les gens ne regardent pas. Le problème, moi, c'était cet exemple-là. Un enfant se noie dans le port. Premier cas de figure, je plonge. Deuxième cas de figure, je plonge pas. Et maintenant, vous analysez tout ça. C'est-à-dire, vous analysez pourquoi vous plongeriez, vous analysez pourquoi vous plongeriez pas, qu'est-ce qui se passe si vous plongez, qu'est-ce qui se passe ensuite si vous plongez pas. Et là, vous imaginez tous les cas de figure. En fait, vous vous apercevez, si vous plongez, en fait, pourquoi vous le faites ? Parce qu'en fait vous vous sentez obligé, parce que normalement la nature de l'espèce humaine c'est la coopération, parce qu'on pense que quand on le fait à l'autre, c'est parce qu'on aimerait inconsciemment qu'on le fasse à nous. C'est la survie de l'espèce qui est un conditionnement conscient ou inconscient qui est mis à l'intérieur. Voilà. Donc on pourrait partir de ce postulat. Donc je plonge, mais en fait inconsciemment j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Donc je le fais un peu pour moi. Obligatoirement, sauf si je suis démunié de toute conscience. Parce que la plupart du temps, il y en a plein qui disent « moi je ne me pose pas la question ». Oui, mais parce que c'est un réflexe. Depuis, on a été tous conditionnés, puisque nous sommes quand même le fruit de millénaires de sélection naturelle, où les plus coopératifs ont survécu. Donc en fait, on est le fruit de la coopération, nous tous. Donc on a le gène de ça nativement. Voilà. Mais si on revient à l'essence, en fait, c'est notre besoin d'appartenir à la tribu. Parce que ce qui se passe, en fait, puisqu'on plongerait pour nous, on aurait tendance à plonger pour nous, ça veut dire que par essence, la nature humaine est égoïste.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire quelque chose qui soit totalement pur, à moins d'être inconscient. Il n'y a que notre inconscience qui nous permettrait de faire quelque chose qui soit totalement pur. Voilà. Mais comme nous sommes hybrides, nous pouvons plonger, nous pouvons ne pas plonger, nous pouvons être raison, nous pouvons être passion, et bien cette hybridité amène qu'en fait la nature humaine est par essence imparfaite. C'est ce que ça veut dire en fait. En tout cas pour moi, c'est le diagnostic que j'en faisais à l'époque et que je fais pour l'instant toujours. Voilà. Maintenant, il y a le deuxième cas de figure. Parce que vous vous dites je plonge pas. En fait je plonge pas. Mais qu'est-ce qui se passe si tu plonges pas? Première chose, ta culpabilité naturelle d'avoir laissé un enfant mourir. En fait tu le fais pour toi parce que tu ne veux pas culpabiliser. Deuxièmement, tu as la tribu, c'est-à-dire les autres qui te voient en fait que tu étais le plus près et eux ils sont à 200 mètres, ils arrivent en courant, qui ont vu que tu n'as pas plongé. Donc la tribu, qui elle aurait elle-même que si c'était leur enfant, tu le sauves, va te rejeter parce qu'ils vont considérer que tu ne fais pas partie de la même espèce que tu n'es pas humain. Donc ils vont te rejeter. Donc encore une fois, en fait, tu l'as fait pour toi. Voilà. Parce que si tu ne plonges pas, soit ta culpabilité sur la tribu va te punir finalement de ton manque de considération pour tes semblables et pour ton espèce. Et même ils vont te rejeter parce que dans les caractéristiques et les standards de l'espèce, eh bien tu n'as pas coché la case fondamentale qui est en fait l'entraide et d'essayer de sauver les jeunes. Donc en fait dans tous les cas, enfin, moi je trouve, après s'il y en a un qui trouve exception, vous le dites, mais je ne cherchais pas dans des années, je n'ai jamais trouvé. Quoi que vous fassiez, en fait, vous êtes dans le fait de faire pour vous. Voilà. Mais ce postulat-là, il ne sert pas à se dire qu'il ne faut pas plonger. Évidemment qu'il faut plonger, la question elle n'est pas là. Mais c'est simplement une expérience pour essayer de mieux comprendre la nature humaine. Comme je crois qu'on l'a cité en vidéo, peut-être pas. J'ai vu ça récemment, je ne sais pas si c'est peut-être même grâce à Jeff, ou peut-être si c'est un autre, je m'excuse auprès de lui, où ils mettent une souris dans un seau d'eau. Ça te parle pas? Je pense pas que ce soit moi. En fait, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un peu. Il y a de l'idée. C'est-à-dire qu'ils mettent dans un seau d'eau une souris, d'accord? Et donc la souris, je ne sais plus le temps, mais je crois, je vous dirai une bêtise, mais je crois qu'au bout de 40 minutes, il me semble que c'était quelque chose comme ça, peut-être les temps sont complètement erronés, mais vous aurez complètement l'idée malgré tout. Au bout de 40 minutes, la souris se noie. Voilà. Et ils refont l'expérience, et en fait, il y a un laps de temps qui est à peu près toujours le même dans lequel les souris se noient. Voilà. Et un jour, ce qu'ils font, c'est qu'au bout de 15 minutes, ils sortent la souris du seau, et ils la mettent en cage et elle souffle un moment. Et ils la replongent dedans un peu plus tard. Et là, en fait, on passe d'une espérance de vie d'une quarantaine de minutes à un truc comme 36 heures ou un truc comme ça. C'est-à-dire que du moment que l'espoir naît dans l'individu, donc dans l'individu animal en l'occurrence, eh bien en fait, il y a une capacité à la transcendance grâce à l'espérance et à l'espoir qui vient germer, et l'espérance de vie est multipliée, je ne sais plus, c'est par 20, 30 ou 40, enfin, c'est un truc complètement sidérant. Voilà. Et ils le font en répétition, mais c'est inlassablement le même résultat. Voilà. Et ça, c'est ce qui est marrant, c'est extrêmement marrant comme biais, parce qu'en fait, il ouvre la perspective sur énormément de choses. C'est-à-dire que la puissance de l'esprit sur le corps, la puissance de l'esprit sur l'espérance, la puissance de la foi en fait et de l'appris dans des situations données. Voilà. Et moi, cet exemple-là, je trouve incroyable, et je trouve qu'il vient aussi paraffer des dimensions de l'humain, les dimensions, pour comprendre la nature humaine. Il faut comprendre la nature humaine. En fait, le passage là qu'on énumère du porc, c'est pour comprendre la nature humaine. C'est un peu aussi pour la déculpabiliser. C'est-à-dire les gens qui se sont coupables, il faut vraiment comprendre, et je le répète inlassablement, que notre nature est hybride. Elle est imparfaite. Ne cherchez pas la perfection dans la nature humaine, elle n'y est pas. D'accord ? On l'a dit dans une vidéo précédemment, c'est la colombe et le serpent dans les évangiles. Sois candide comme la colombe et prudent comme le serpent. Donc c'est la recherche du curseur de la perfection en permanence et pour toujours et pour tout. Voilà. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'on a passion, raison. Le candide, la prudence. Le serpent, la colombe. Et donc le curseur doit osciller en permanence entre les deux pour qu'on arrive à la quintessence, au meilleur de ce curseur-là, dans quelles que soient les situations, pour avoir la meilleure réaction possible. Voilà. Et d'où l'intérêt de ta question sur le SDF, en tout cas pour moi, c'est justement pour comprendre, avec l'ensemble qui nous est donné, la quintessence de la réaction par rapport à la situation, mais comprendre quelque part
et comment te dire, disséquer tous les paramètres quelque part de la nature humaine qui sont éprouvés dans cette situation. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est très beau et très intéressant dans cet exemple-là. Voilà. Bon, ben, je vois très très bien, d'autant plus que je vais me permettre de parapher. Ouais, oui, avec plaisir, même si vous avez. Voilà, pour les plus férus de lecture, deux exemples qui illustrent très bien tout cela. Donc le premier, Sun Tzu dans L'Art de la guerre, qui parle de la notion d'espoir notamment. Donc il dit, c'est un grand général de guerre en gros qui dit que quand on attaque une tribu, l'essentiel c'est de toujours laisser une voie de repli pour lui faire croire à l'espoir qu'elle ne puisse pas se rebeller puisque l'espoir sera fini. Donc là, on voit la notion d'espoir. Et le deuxième, pour parapher l'exemple de Mika, c'était, ben je l'ai vu. Bon, mais les aléas du direct, les amis. Voilà. Moi, j'ai pas lu, mais merci parce qu'on me demande souvent des lectures et comme je suis pas lecteur, ben, je suis incapable de citer, mais par contre, je te remercie. Ça lui est revenu, je l'ai vu à son visage. Ouais, il m'est revenu, pardonnez-moi, c'est Adam Smith. La main invisible, donc c'est en gros on dit que le boulanger se lève pour faire son oseille, pas pour faire le pain, mais l'artisan va venir lui acheter son pain parce qu'il veut manger et va lui vendre le blé parce que justement les intérêts égoïstes sont plus importants et individuels. Voilà. Tout ça, donc je l'ai dit, mais c'est pour récapituler, hein, on l'a dit il y a quelques minutes, c'est juste essayer que si on a le bon diagnostic de la nature humaine, ça nous permet de nous adapter, de mieux la comprendre par nous-mêmes, mais par le biais aussi des autres. Voilà. Et donc c'est l'intérêt de ces exemples qui sont au demeurant extrêmement dégueulasses, d'accord. Évidemment que j'invite tout le monde à plonger dans le port, mais c'est simplement comprendre les réactions et l'origine de nos réactions autour de ça pour essayer de mieux appréhender, mieux se comprendre et mieux comprendre la nature humaine pour aller vers le meilleur de ce qu'elle peut produire. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit n'a qu'un seul intérêt, c'est d'aller à ce que la nature humaine peut permettre de produire de plus beau. Sans tomber dans le transhumanisme. Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que on aimerait ne pas être dans le transhumanisme, on aimerait ne pas robotiser les hommes, on aimerait bien pas avoir une puce, d'accord, qui nous amène à des capacités transcendantales mécaniques à dégueuler, mais simplement tout ça nous permet simplement d'aller à la quintessence de la nature humaine, de notre nature biologique, si je puis dire, mais biologique dans les lois de l'univers, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire et spirituel et biologique, voilà, mais sans nier la possibilité qu'il y ait un créateur qui ait fabriqué tout ça et qu'on n'a pas allé au-delà de sa création. Parce qu'en fait, quand on nie le créateur et qu'on nie la création, eh ben, ça s'appelle du Satan et je vous laisse finir la phrase. Voilà. Donc on aimerait ne pas aller là. Donc tout ça, j'ai un peu bifurqué, hein, mais tout ça ne sert qu'à mieux comprendre cette nature pour aller à la quintessence de ce qu'elle a à offrir aux hommes et qui est quand même pleine de belles vertus au demeurant. Notamment l'instinct grégaire, parce qu'en fait tout ce qui est fait pour aller contre nature, c'est pour améliorer la force de l'individu, pas de la collectivité en fait, tu vois ce que je veux dire, pas de la tribu. Alors ça, je pense aussi que c'est très... J'ai écouté quelqu'un qui en parlait, alors je suis désolé, moi comme je vous dis, j'écoute pas grand monde et tout, mais là je suis obligé de le rendre à quelqu'un qui le disait récemment, je sais plus qui c'était. Je sais pas si c'était pas l'économiste Charles Gave, je sais pas. Bon, je lui rends si c'est lui, en tout cas c'est... Et il faisait le diagnostic très très juste, j'ai trouvé, qu'une des spécificités justement des sociétés qui avaient comme origine le catholicisme, c'était de privilégier l'individu à la tribu. Ce que je suis extrêmement prêcheur, sans y avoir mis ces mots-là avant lui dessus, parce qu'en fait, moi, quand je parle de la quintessence de l'individu, on en a parlé récemment dans les vidéos, qu'en fait, l'idéal, ça serait qu'en fait, chaque individu, on soit en capacité de le scanner, métaphoriquement, pour essayer de comprendre partout où il a les prédispositions, partout où il est le meilleur, pour qu'il soit au poste dans lequel il apporterait le plus à la tribu. C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, c'est l'individualité au service, la quintessence de l'individu au service de la coopération, ce qui est le plus haut niveau. Hein. Enfin, moi, j'en vois pas de plus haut. Si vous en voyez, pardonnez-moi, mais je vois pas de plus haut niveau. Alors qu'il y a d'autres nations, il y a d'autres civilisations qui se sont inscrits, en fait, qui ont inscrit l'individu au service de la coopération, mais sans la quintessence et la maxime de l'individu. Ce qui fait qu'en fait, que vous soyez excellent au 100 mètres ou pas, il vous envoie mourir au front pareil.
Que vous soyez un maître de guerre ou pas, ils peuvent s'être loupés parce qu'en fait, pour eux, vous êtes quand même, vous n'êtes pas, en tant qu'individu, vous ne représentez pas grand-chose à part un support biologique. Voilà. Et donc, ils vont aller vous faire mourir en première ligne, alors que s'il faut, ils vous auraient mis à développer une machine de malade. Et en fait, personne ne sera là en première ligne, on aurait atomisé tout le monde. Pardon, voilà. Et ça, donc, c'est vrai que la quintessence pour moi de l'espèce humaine, c'est de pousser l'analyse de l'individu à son maximum pour tirer le meilleur de lui-même et le meilleur parti de ce qu'il a à offrir à la collectivité. Mais en tant qu'individu, transcender, si je puis dire. Voilà. Il y a beaucoup, du coup, je suppose, d'erreurs de jugement de la part du coup de la société, du système en général. Il n'y a que ça, Il amène ça parce que c'est son essence professionnelle, si je puis dire. C'est son travail en plus que de parler de ça. Oui, tout à fait, parce que justement, on est dans des standards qui sont des standards de technocrates, de bureaucrates, qui sont dans des standards qui servent un système financier et pas dans des standards qui permettent d'amener à ce que l'humain a de mieux à produire en termes de civilisation ou de spiritualité. On est là pour amener l'humain à servir un système. Donc c'est la quintessence de l'asservissement auquel on veut l'amener. Avec en plus un nivellement par le bas. Oui, c'est toujours plus commode. C'est toujours plus commode d'entretenir un nivellement par le bas en plus. Voilà. C'est ça. Je vais rajouter juste un mot si tu le permets. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Pour revenir à l'exemple du coup de la noyade du petit garçon. Ouais. Tu vois, par la fin, on revient au début. Justement, cette noyade-là, tu vois, ceux qui, admettons, s'ils ne sautent pas pour aller du coup aider l'enfant qui se noie, tous ceux qui vont se hâter et on va dire juger hâtivement la personne qui n'a pas sauté, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un requin dans l'eau aussi. Alors ça, là, tu commences à rentrer dans la dimension presque sage. Donc ça, c'est complètement ce que tu dis est très juste. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait toujours raison garder. Et c'est ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Là, ça revient sur la vidéo un peu des réseaux sociaux, notamment. Voilà, soyons humbles, doutez. C'est pas parce que toutes les apparences vous amènent dans une direction qu'elles sont celles-là. Voilà, parce que effectivement, vous pouvez avoir des cas de figure où toutes les apparences semblent désigner quelque chose, alors qu'en fait, c'est l'opposé qui en ressort. Et il y a pas mal d'exemples d'ailleurs dans les évangiles. J'ai même là récemment, je leur fais un coucou à des amis à moi qui eux sont musulmans, et eux c'est Moïse qui rencontre un scientifique, voilà. Et donc j'invite les gens à regarder parce qu'en plus Moïse est commun aux deux religions, donc c'est très très bien. Et en fait c'est l'histoire de Moïse qui suit un scientifique, et Moïse ne comprend pas ce que fait ce scientifique, et il se dit en fait, Moïse dit qu'il ne le supportera pas s'il voit ce qu'il fait. Voilà. Moïse dit t'inquiète pas, si je vais te supporter. Et en fait, trois scènes plus tard, Moïse ne le supporte plus parce qu'en fait, ce qu'il voit est contre sa vision de l'humanité. Ce que fait la science est contre sa vision de l'humanité. Mais justement parce que derrière, il y a des choses comme tu viens de l'énumérer, c'est-à-dire le requin, c'est-à-dire que le mal qu'a produit le scientifique dans l'immédiateté a produit infiniment plus de choses favorables pour l'humanité, mais pas dans les apparences et dans l'immédiateté. C'est-à-dire pour en condamner un, il en a sauvé 1000. Voilà. C'était ça un peu ce qu'il fallait retirer de cette parabole. C'est encore une fois, comme tu revenais sur les réseaux sociaux aussi, c'est en fait quand vous avez une image ou une vidéo, vous avez une vérité à un instant T. Vous n'avez pas une vérité globale, vous avez une vérité instantanée. Donc ne tirez pas trop de conclusions à partir d'une vérité instantanée. Sinon, vous aurez de grandes chances de vous tromper sur la finalité de la chose. On le fait tous, parce qu'on est des êtres d'emportement et d'émotion, mais l'idée, voilà, c'est de toujours se dire que les apparences peuvent être à l'opposé de ce qu'elles laissent pourtant suggérer. Voilà. Je crois qu'on a bien répondu. Rien à rajouter sur celle-là ? Non, je trouve qu'on a été plutôt pas mal. Eh bien, génial. Merci à tous de nous avoir suivis. Laissez un commentaire, un pouce, un merci, voilà, parce que ça permet le référencement. La mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, futurement sur un channel Discord après l'été normalement, toujours sur Deezer, Spotify et sur mécaniquedelavie.com, et si vous voulez nous écrire soit sur le site via le formulaire ou sinon sur Instagram. Voilà, principalement, c'est le top. Et merci à tous de nous soutenir, merci de nous suivre. Pensez à regarder les vidéos, les premières, pour pas trop perdre le fil. Et faites-nous un peu de pub
parce que nous, on ne veut pas trop en faire, par un autre biais que la rationalité pour le moment. Voilà, pour des raisons techniques, comme j'ai énuméré dans celle-là ou dans une autre, je ne sais plus à force de parler. Merci à tous et merci à tous les deux surtout d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous.